Pour moi, ce sont des criminels. Il n'y a pas de criminels en ce qui concerne les crimes de masse au Congo aujourd'hui que ces soi-disant Rosalines, qui sont armés, financés, encadrés par le régime de Tshisekedi. Donc, s'il y a crime de masse, épuration ethnique, c'est Tshisekedi et ces gens qui devraient en répondre un jour. Et j'espère qu'ils le feront. Mesdames, Messieurs, bonjour. 30 ans après le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, les conseils de l'homme des Nations Unies a consacré toute une session pour parler de la République démocratique du Congo. L'F-123 a été représenté, malgré les accusations de Kinshasa. On va faire le point de la situation, surtout de la session, tout ce qui s'est passé dans cette émission. Et nous allons recevoir le représentant de l'F-123 à ses assises, tenues à Genève, Maître Jean-Paul Chaka, qui est avec nous sur ces plateaux. Nous sommes déplacés pour aller le rencontrer. Maître Jean-Paul, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Ça va? Ça va très bien. Pourquoi vous avez choisi d'aller aussi participer à Genève, où l'on parlait du conflit à l'Est, de massacre 30 ans après? Je faisais partie d'une délégation de l'AFC, M23, à la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le 2 ou 3e jour, sur l'agenda des discussions, le Conseil devait discuter de la situation en République démocratique du Congo, spécialement à l'Est. Et il y avait une mission qui avait été mise en place, une mission d'établissement des faits, qu'ils appellent Fact-Finding Mission, qui a soumis au Conseil un rapport par rapport à la situation. Et c'est un rapport qui devrait faire l'objet de discussions parmi tant d'autres sujets à discuter ces jours-là. Donc, moi, je faisais partie de la délégation, comme je l'ai dit. Et il était question pour nous de porter la voix de l'Alliance Fleuve Congo devant le Conseil des droits de l'homme. Mais avec quel objectif exactement? Parce qu'on parlait des crimes 30 ans après l'M23, on sait que pendant 30 ans, n'a pas été là. Pourquoi, avec l'objectif, vous avez participé à ces assises? Alors, 30 ans après, oui, ça fait 30 ans qu'il y a conflit à l'Est, au Congo en général et à l'Est en particulier. Mais les discussions devant le Conseil des droits de l'homme, c'était par rapport aux 3 dernières années. Donc, ce n'était pas par rapport à toute la période des conflits. Et le rapport en question, le rapport qui a été discuté, ne couvrait que le Nord et le Sud Kivu, et pendant les 3 années. Pourquoi maintenant? La question, c'est ce que vous posez, c'est ça. Écoutez, nous avons estimé à l'AFC que les membres du Conseil ont droit à avoir toute la vérité sur ce qui se passe. Et nous avons estimé que le rapport, qui d'ailleurs a été fait sans que les enquêteurs arrivent sur le terrain, parmi tant d'autres défauts que l'on peut observer dans ce rapport, que ce rapport était incomplet et ne présentait pas la situation réelle, surtout dans le territoire libéré. Donc, il était donc impératif pour nous de présenter ces aspects-là qui complètent le rapport et qui d'ailleurs montrent les déficiences dans ce rapport pour que le pays membre du Conseil puisse être informé. Je vais poser mes questions et les questions des internautes, parce que c'est une question assez générale de la population. Et par exemple, quelqu'un qui a dit, la conférence à Genève a appelé à la reconnaissance des génocides oubliés et à la justice pour les victimes de 30 ans de conflits. Quelle a été la lecture qu'a fait l'F-123 par rapport à ces messages? Là, c'est pas vrai. Mais à aucun moment de la session du Conseil des droits de l'homme, il a été question des génocides oubliés. À aucun moment. Il faut que les gens comprennent. Pourtant, c'était ça, le langage de Kinshasa. Exactement, c'est ce que je vais t'expliquer. Il y a ce qu'on appelle side events. C'est-à-dire que pendant la session, les pays ou les organisations
peuvent avoir des discussions à côté. À côté. Vous en avez eu aussi? Et attendez, donc Kinshasa avait organisé une de ces sessions-là. Je ne peux même pas appeler session. Et ce qui est étonnant, c'est que presque 100% des participants étaient des Congolais que Kinshasa avait amenés à la session. Une session qui était supposée informer le reste du monde, finalement, n'a été faite que pour les Congolais. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'y a pas un pays sérieux ou un diplomate sérieux prendrait part à ce genre de sessions. C'est une propagande pure. Quand tu dis génocide oublié au Congo, mais le crime de génocide, c'est un crime spécifique. Tu ne peux pas dire de génocide quand tu ne parles pas du groupe ciblé. Tu vois, il n'y a pas génocide s'il n'y a pas un groupe ethnique, religieux ou national ciblé, avec l'intention de l'exterminer. Donc, les gens sont intelligents. Les gens comprennent que Kinshasa se perd dans une campagne, une propagande. Peut-être pour la consommation intérieure, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de diplomates qui ont participé à cet événement-là. Il n'y a pas d'autres pays qui ont participé. Il n'y a pas. C'était fait juste comme un show. Est-ce que vous avez eu des gens dans cette réunion qui ont été invités exactement dans cette session particulière? Celle qui a discuté des prétendus génocides, non, on ne pouvait pas participer à cette session-là. On était dans les palais, on a su que la session est en cours, et on n'a pas voulu prêter une quelconque légitimité à ce genre de discussion. Mais l'on est curieux de savoir. Ouais. Quel engagement l'AF123 prend concrètement pour garantir le respect, surtout des droits humains dans les zones sous son contrôle? Vous conviendrez avec moi d'ailleurs, même d'autres sources, ils donnent la situation dans les territoires libérés. C'est de loin mieux qu'avant. Ça, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez lire beaucoup de rapports. Même quand on a pris Goma et les environs, et Bukavu, ainsi de suite, il y a quelques mois, vous pouvez voir déjà l'amélioration en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, je donne l'exemple. Vous étiez à Goma certainement avant l'arrivée de l'AFC. Il y avait des camps de réfugiés partout. Et les gens ne se disent pas où sont partis ces gens. Ils sont rentrés chez eux. Ils vivent dans leur village. Ils vont cultiver bientôt. Ils vont être autosuffisants. Alors qu'on était habitué à des spectacles de plusieurs humanitaires, entre guillemets, qui viennent un peu pour trafiquer nos frères et sœurs qui étaient vulnérables dans les camps. Donc, il y a des changements majeurs qu'on ne peut même pas ignorer, même si on est de mauvaise foi. Mais en ce qui concerne généralement le respect des droits fondamentaux de nos citoyens, je rappelle que c'est même la raison d'être de la lutte de l'AFC. Nous voulons que les Congolais puissent vivre dans un pays où ils sont respectés, indépendamment de leurs origines ou de leur faciès, et qui sont ils ont non seulement la dignité, mais sont respectés dans leurs droits. Ils jouissent d'une protection égale de la loi et de l'État. Ils vaquent à leurs occupations. Ils sont sécurisés, que ce soit physiquement, mais aussi dans leur propriété. Donc, comme mouvement, c'est ça l'objectif. Et c'est pas à Genève ou ailleurs qu'on va faire ces engagements. Non, c'est la raison d'être du mouvement. Donc, les citoyens peuvent avoir confiance et c'est ce qui fait... c'est le souci du mouvement, quoi. Je vais revenir sur cette dimension-là, mais avant, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, vous accuse l'AF123 de vouloir obtenir une amnistie pour des crimes graves. Que répondez-vous? Vouloir obtenir ça où? C'est ça au fait. Parce que si vous suivez un peu tout ce qui vient de Kinshasa, ils ont des déclarations grandioses, mais qui n'ont pas de substance. Est-ce que ça vous fait peur à un moment? Pas du tout. Devant qui? Est-ce qu'il y a une quelconque démarche que l'AFC a entreprise pour demander amnistie? Où? Les pouvoirs de Kinshasa est en négociation avec l'AFC à Doha. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, par exemple? Donc, ils peuvent faire des déclarations, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ça, c'est pas vrai.
Et par contre, eux devraient être inquiétés de ce qu'ils sont en train de faire, notamment à Uvira et ailleurs. Un jour, la main de la justice peut les atteindre. Il y a aussi violation des droits humains là-bas? Massive. Est-ce que c'est même à cacher? C'est pas à cacher. C'est pas qu'à Uvira. Écoutez, il y a 4, 5, 6 ans que Tshisekedi a fait une décision délibérée de créer un discours politique qui monte les citoyens contre les autres, qui marginalise certaines catégories de population. C'est pas que lui, il a des acolytes qui propagent ce discours de haine. Ça a été documenté dans beaucoup de rapports. Et non seulement que c'est les discours de haine qui minimisent les populations, surtout rwandophones, les Tutsis, les Banyamulenge du Sud Kivu, mais ces discours accompagnent une campagne d'extermination. Il y a des villages qui ont été exterminés, que ce soit dans les Massissi, avant l'arrivée de l'AFC. À Mulenge, on ne peut même pas compter. Il y a que quelques 15-20% des villages de Banyamulenge qui restent. Où sont partis les autres? Qui a fait ça? C'est Tshisekedi avec sa milice criminelle de Wazalendo. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, affirme que l'AFC M23 n'est qu'une brigade avancée de l'armée rwandaise. Quelle est votre réaction face à ces accusations récurrentes, surtout des collisions avec Kigali? Bon, ils disent ce qu'ils veulent, mais écoutez, vous vous souviendrez que Tshisekedi lui-même plusieurs fois a déclaré la guerre au Rwanda. N'est-ce pas? Alors, dire que l'AFC c'est une brigade avancée du Rwanda, ça c'est une autre ligne de propagande. Mouyaya change des lignes de propagande chaque jour. Ça c'est une autre, ça ne dit rien. Et d'ailleurs, ça montre l'inconsistance dans ses positions politiques, dans les positions politiques de son chef. Il se met d'une part à la table de négociation avec l'AFC, d'autre part il dit brigade avancée. C'est-à-dire qu'il est en train de négocier avec une brigade avancée du Rwanda. Il fait des communiqués conjoints, il fait des déclarations de principe avec une brigade avancée du Rwanda. Donc, c'est pour tout homme intelligent, je comprends qu'il veut peut-être nourrir ses atalakou, mais pour tout homme intelligent, cela ne fait que montrer le manque de sérieux de la part de Mouyaya et de son chef que de faire sortir des slogans qui n'ont pas de substance et qui par ailleurs sont en contradiction avec leurs actes. Parce que leurs actes, ce sont les négociations avec l'AFC à Doha, des négociations directes, je rappelle, après plusieurs années de déclarations dans le sens contraire. Finalement, ils négocient, et alors, s'ils négocient, ils devraient être sérieux avec eux-mêmes et avancer les négociations plutôt que de créer des slogans qui n'apportent rien. Très bien. Cette émission est à la fois pédagogique, donc vous allez me permettre d'être un peu à l'aise quand je pose absolument mes questions. Le gouvernement congolais soutient qu'aucune question, ni celle des réfugiés, ni celle des FDLR, ne peut être résolue tant que l'AFC M23 poursuit ses actions militaires, surtout sur les territoires congolais. Quelle est votre réponse à cette position? Bon, là, je ne peux que vous référer déjà aux accords, par exemple, entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda, les accords de Washington. Ils ont discuté abondamment par rapport à la question des FDLR. Et ils sont parvenus à un accord de comment résoudre cette question-là, dans ce qu'ils ont appelé CNOPS, Concept of Operation, le concept des opérations contre les FDLR. Le gouvernement de Kinshasa, à ma connaissance, a non seulement reconnu la présence des FDLR, mais aussi le soutien aux FDLR. Et il s'est engagé à faire un certain nombre d'actions pour les éliminer. Donc, c'est curieux que après cet aveu et cet engagement, ils puissent vouloir conditionner cela à ce que l'AFC fera ou ne fera pas. Donc, cela n'a pas fait objet de discussion. Ça, c'est en ce qui concerne la FDLR. En ce qui concerne les réfugiés, si vous jetez un coup d'œil à la déclaration des principes des droits, les deux parties, l'AFC et le gouvernement de la RDC, reconnaissent que la question des réfugiés doit faire partie des négociations et doit être résolue comme une des causes profondes des conflits.
Donc, cela n'a à voir avec le dépôt des armes ou cessation des activités militaires par l'AFC. Ça, c'est une autre question qui sera certainement discutée dans le cadre des négociations. Et si les deux parties se conviennent, et évidemment, il y aura cessation des hostilités. Mais cela n'est pas condition ou à être marchandé pour toute autre fin. Dans ce contexte où Kinshasa parle des crimes, les crimes des masses et surtout le nettoyage ethnique, est-ce que l'AFC-M23 a cette volonté de faire la paix, surtout de dialoguer? Il faut comprendre l'approche de Kinshasa. Il y a ce qu'on appelle accusation en miroir. Ça veut dire? Accusation en miroir, ça veut dire vous êtes coupable de quelque chose, vous accusez l'autre partie des mêmes faits dont vous êtes coupable. Si on peut parler d'épuration ethnique au Congo, si on peut parler de crimes de génocide, c'est dans le contexte bien documenté, des faits réels, où le gouvernement de Kinshasa a construit une machine criminelle, génocidaire même, qu'ils appellent soi-disant Wazalendo, qui se livre à des populations rwandophones, et spécialement les Tutsis, par exemple au sud Kivu, j'ai parlé d'Uvira. Ça, c'est bien documenté. Et les auteurs sont connus. Ce qu'ils font, c'est connu dans tous les rapports. Je vous réfère d'ailleurs à un rapport sorti hier de Human Rights Watch, même si je ne suis pas d'accord en ce qui concerne la qualification de la responsabilité des faits à Uvira, surtout qu'il semble traiter les Wazalendo avec un peu de gants. Et pour moi, ce sont des criminels. Il n'y a pas de criminels en ce qui concerne les crimes de masse au Congo aujourd'hui que ces soi-disant Wazalendo, qui sont armés, financés, encadrés par le régime de Tshisekedi. Donc, s'il y a crime de masse, épuration ethnique, c'est Tshisekedi et ces gens qui devraient en répondre un jour, et j'espère qu'ils le feront. Alors, la volonté de négocier de l'AFC, c'est clair. Est-ce que vous l'avez? L'AFC est à Doha, il négocie avec Kinshasa de toute sérieuxité, et l'AFC l'a dit plusieurs fois, reconnaître que le conflit en RDC ne trouvera des solutions que par la voie de négociation. Donc cela montre à suffisance combien ils ont cette volonté-là de négocier, de parvenir à la résolution de la crise par les négociations. Mais Kinshasa dit une chose et fait le contraire. Donc, j'ai donné des exemples. Mais c'est bien évidemment la question que je voulais poser. Comment vous analysez Kinshasa, votre partenaire aujourd'hui, sur une même table de négociation? Kinshasa n'a pas de volonté d'avancer les négociations. Je peux vous donner autant d'éléments qui le prouvent. D'abord, leur déclaration. Quand vous êtes en train de négocier, il faut une posture qui assure la confiance de l'autre partie. Vous ne pouvez pas aller négocier et le lendemain, vous dites non, d'ailleurs, vous avez reconnu la belligérance de l'autre partie, sinon vous n'alliez pas négocier. Donc, Kinshasa a reconnu que l'AFC, c'est un mouvement avec lequel il doit négocier. Il est en négociation directe, je l'ai dit. Et d'autre part, il surnomme de tous les noms, dont celui auquel vous avez fait mention, par Mouyaya. En outre, Kinshasa n'a jamais cessé de mener des attaques. Des attaques non seulement contre l'opposition, mais surtout contre les populations civiles. Je vous ai donné le cas d'Uvira, je vous ai donné le cas des hauts plateaux de Mulenge, où les Banyamulenge qui restent sont confinés dans un espace de moins de 10 km, 20 km², entourés par les milices Wazalendo, armés par Tshisekedi et l'armée burundaise, en coalition, qui les attaquent tous les jours. Tous les jours, depuis qu'on est à Doha, les attaques n'ont jamais cessé. Donc, dans ces circonstances, Tshisekedi souffre du chaud et du froid. Il vient à Doha, soi-disant pour négocier, mais sur le terrain, il fait autre chose qui, en fait, rend mal même le processus de négociation. J'ai fini ma dernière question, c'est ma toute dernière question. Après Genève, que souhaitez-vous donner à votre démarche, surtout au niveau national et international? Quelle sera la vision pour une sortie durable de la crise à l'est de la RDC? C'est ma dernière question. Oui, je comprends. Et par rapport à la vision, à la vision de l'AFC pour une paix durable, ce sont les négociations.
Donc, il faut que les deux parties, et l'AFC donne son engagement au peuple congolais de vouloir négocier avec le gouvernement pour résoudre les causes profondes qui donnent ces conflits récurrents. Vous avez souligné 30 ans, donc il y a des conflits dont les causes n'ont jamais été traitées. Et c'est ça la démarche de l'AFC. Il faut en finir une fois pour toutes. Mais encore, il faut que le gouvernement ait cette volonté-là. On ne peut jouer au tango qu'à deux. Donc, c'est ça la vision de l'AFC et on espère que le gouvernement reviendra à la raison. En ce qui concerne la démarche après Genève, écoute, l'AFC, ça s'engage à garantir la stabilité dans les territoires libérés, garantir le respect strict des droits fondamentaux des citoyens, et cela pas parce que il doit éviter les accusations de telle ou telle autre organisation, mais parce qu'on y croit. On croit que c'est ça le fondement de la paix durable. Il faut un respect strict des droits fondamentaux des gens. C'est pourquoi d'ailleurs, vous l'avez vu, l'AFC est en train d'activer les cours et tribunaux d'ici là. Il y a la police qui commence à se déployer dans la ville de Goma, Bukavu et ailleurs. Donc, ce sont des indications qui montrent combien le respect des droits fondamentaux de nos populations est au centre de la lutte de l'Alliance Fleuve Congo. On va finir cette émission en se tenant debout parce qu'il faut rester tête haute, surtout en cette période. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à la population? Vous avez la responsabilité des milliers de Congolais qui sont dans vos zones dites libérées. Quel message vous adressez à cette population? Vous avez raison, c'est beaucoup de milliers d'âmes dans la partie libérée, que ce soit au nord ou au sud Kivu. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des familles, ce sont des enfants qui doivent aller à l'école. La priorité de l'AFC, c'est de stabiliser et c'est de plus en plus stable, de faire que la vie devienne normale, si pas mieux qu'elle n'était avant, que les enfants aillent à l'école, que les gens fassent les affaires, que les cultivateurs cultivent et que le service de base soit restauré, ce qui a été fait dans plusieurs endroits, et surtout que la population puisse vivre une ère différente de ce qu'ils ont connu. Donc l'AFC s'active pour donner la dignité que le Congolais n'a jamais eue. C'est vraiment un mouvement révolutionnaire et c'est ce qui fait son existence. Sinon, ça serait perpétrer le même système que Kinshasa. Donc, moi, je pense que la population va donner raison à l'AFC et adhère de plus en plus. Et je ne peux les appeler que à adhérer et à se fédérer autour de l'AFC pour transformer notre société. Merci beaucoup, maître. Merci. Mesdames, Messieurs, fin de cet entretien, nous avons eu des réponses à la fois à nos questions et à vos questions. Merci à vous de l'avoir suivi, surtout cette émission, et portez-vous bien à la prochaine.